La réalité, en tout cas moi que je constate, c'est que si un designer fait un flow, imagine une feature de lui-même, il va à coup sûr manquer beaucoup d'éléments. Et même chose côté PM. Voilà, je trouve que les deux profils sont très complémentaires, et d'autant plus maintenant que l'on a tous les outils de vibe coding. Je vois des PM qui vibe code et c'est super en exploration. Néanmoins, est-ce que c'est prêt à être poussé en production tel quel ? Non, mais c'est normal, on sert à quelque chose. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant 1 heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Cantonloga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous, merci d'être là pour ce nouvel épisode où j'ai le plaisir d'accueillir Sarah. Sarah, merci beaucoup pour ton temps et d'avoir accepté de venir témoigner sur Product Leader Stories. Ce que je te propose, et notre fidèle auditoire a l'habitude, c'est tout simplement de te présenter, nous expliquer un petit peu qui tu es. Bien, merci de m'accueillir. Donc, je suis Sarah Lacroix, je suis la Head of Product Design depuis 6 ans maintenant chez Criteo. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Criteo, il s'agit du leader mondial du commerce média. On met en relation des annonceurs avec des marques et des sites internet pour optimiser l'impact de leur campagne publicitaire. Pour comprendre un petit peu comment vous êtes organisé, est-ce qu'aujourd'hui il y a une équipe produit, une organisation produit, où se place le design dans cette organisation? Oui, alors on a une équipe produit donc qui est l'idée par Todd Parsons, le CPO. Moi, j'ai fait le choix quand je suis arrivée il y a 6 ans. C'était très balbutiant le design. Il y avait peu de designers. Ils étaient 6. Aujourd'hui, on est 34. En fait, j'ai fait le choix d'une équipe design centralisée, ce qui me semble le plus efficient, pour plein de raisons qu'on aura peut-être l'occasion de détailler. Et donc, on travaille main dans la main avec des PM, mais aussi avec des product analystes qui font pas partie de notre org, et les développeurs sont dans l'équipe du CTO, donc l'équipe R&D. Ok, super chouette. Et du coup, quand tu dis une équipe centralisée et globale, est-ce que c'est une équipe qui est multi-produit et multi-métier? Est-ce qu'il y a plusieurs métiers chez Criteo au-delà de ce que vous apportez de manière de votre raison d'être quelque part? Et ça, c'est la première question. Et deuxième question, est-ce que c'est un scope international aussi? Et du coup, vous offrez des solutions internationales? Et est-ce que, si oui, est-ce qu'elles sont adaptées ou pas? On a 4 produits principaux chez Criteo, chacun sur des techniques marketing différentes. Et on a donc des équipes qui sont, on va dire, spécialisées au sein de design. C'est aussi un choix que j'ai fait il y a 6 ans, qui en tout cas me semblait le plus judicieux pour faire grandir chacun des designers au sein de l'équipe. Donc on a 2 équipes du UX design qui s'occupent chacune de 2 plateformes. Ensuite, on a une équipe, on va dire, transversale, qui va donner les moyens aux UX designers, vraiment au plus près de la roadmap produit, de faire leur travail le plus rapidement, le plus efficacement possible. Donc dans cette équipe transversale, on trouve des UX researchers, des design system managers, des UX writers, et on a aussi un pôle innovation au sein de l'équipe, puisque alors on travaille principalement pour notre 4 plateformes, mais ce qui nous intéresse, donc, ce sont des plateformes SaaS visant chacun un type de client bien spécifique. Donc on est sur du B2B, mais nous on aime aussi finalement travailler l'innovation de la publicité en ligne. Comme on le sait, elle est aujourd'hui à travers tous les outils AI bien challengée, bien disruptée. Et donc ça nous intéresse aussi de travailler sur l'avenir d'une publicité personnalisée qui ne soit pas trop intrusive et qui apporte vraiment une vraie valeur ajoutée à l'internaute. Donc ça, c'est généralement notre pôle innovation au sein de mon équipe qui s'en occupe. On a aussi des design ops
pour nous aider à justement travailler avec tous ces designers basés un peu partout dans le monde pour répondre à ta question. Principalement, j'ai, on va dire, la moitié de mon équipe basée en France, l'autre moitié dans le Michigan. Et on a aussi des stakeholders qui peuvent être basés soit aux États-Unis, soit en EMEA. Et vu qu'on est aussi 34 au sein de l'équipe, travaillant pour 80 PM, encore plus d'engineers, du coup, les design ops sont aussi un facteur essentiel pour assurer la bonne coordination entre chaque membre de l'équipe et au-delà. En plus, il y a des spécialistes, mais il y a un rapport de 1 pour 2, de ce que je comprends. Un designer pour 2 product managers. Un peu moins que ça, malheureusement, si j'enlève les profils, on va dire, transverses. Oui. Mais oui, on est plutôt sur un UX designer pour 3 PM. Ouais. Du coup, ils se répartissent après ou Oui, alors on a des leads pour chaque équipe du UX design qui va faire l'allocation projet sur les 2 plateformes qu'ils gèrent chacun. Alors la difficulté, c'est que Criteo, c'est quand même une technologie ultra complexe. On ne peut pas ramp up très facilement sur un nouveau projet. Donc on essaye le plus possible de faire rester les designers sur les mêmes scopes, sur les mêmes sujets. Néanmoins, exactement, mais néanmoins, si on veut optimiser aussi nos ressources, chacun est amené à travailler sur pas mal de sujets en parallèle qui ne sont pas forcément directement connectés. Mais je pense que c'est aussi ça qui fait... La richesse du job. Ouais, exactement. En tout cas, l'équipe apprécie ce mode-là. Mais voilà, il n'y a aucun jour qui ressemble au précédent. Ok, non, j'imagine. Et puis, 30 personnes, en plus, du coup, avec 2 systèmes de localisation différents, ça commence quand même à être une équipe importante. Comment tu pilotes ça, tu gouvernes le sujet et du coup, est-ce que il y a des guidelines groupe en termes de design et un pilotage particulier ou vous êtes plutôt à la maille des 4 produits principaux là-dessus? On n'a pas vraiment de guidelines au-delà des guidelines branding, mais qui sont quand même très print, très comme corporate. Ouais. Donc, dès qu'il s'agit d'une utilisation vraiment dans nos plateformes, on est assez libre. On a créé le design system en cohérence, bien entendu, mais on a eu beaucoup d'autonomie là-dessus. La difficulté, en effet, comme tu l'as dit, c'est le décalage horaire. On a une politique de présence au bureau qui vient de changer. Maintenant, on doit être un peu plus présent au travail, dans les bureaux. Mais on a quand même pas mal de remote. Et du remote qui est forcément induit quand on travaille avec 6 heures de décalage horaire. Donc moi, je suis vraiment convaincue que c'est très important d'organiser des moments en personne. Je vais régulièrement voir mon équipe aux États-Unis, ils viennent aussi en France faire des workshops. Et je suis un peu la manager pénible qui demande à tous mes team members basés en France de venir le même jour au bureau, 1 fois par mois, pour qu'on puisse se retrouver, passer du temps ensemble et pas seulement des workshops. Alors, on va essayer de privilégier des workshops ensemble. Si c'est pour chacun faire du Zoom, je vois pas trop l'intérêt. Mais aussi, ce qui est important pour moi, c'est le déjeuner, la bière après le travail. Enfin, ce lien humain est aussi, je trouve, hyper important quand on est à distance, parce que même mes équipes basées en France, en fait, elles sont pas à Paris, donc je les vois peu. Mais voilà, c'est quelque chose aussi auquel Criteo accorde beaucoup d'attention. Créer des moments entre nous, du lien, de la confiance. Je pense que c'est des éléments essentiels finalement au succès d'une équipe. Chouette. Et quand on est dans un pure player digital comme Criteo, qui j'imagine du coup de facto s'est imposé à être à l'état de l'art, tout du moins assez performant sur le pilotage produit et du coup le design produit par rebond. Comment aujourd'hui tu caractérises entre ton moment d'arrivée et la pratique aujourd'hui? Tu as fait grandir l'équipe avec beaucoup de spécialistes, peut-être le niveau de maturité du design, alors peut-être à l'intérieur de l'équipe design, et parlons aussi au-delà dans l'organisation au global. Et pareil sur le travail des designers, c'est quoi tes convictions? Est-ce qu'il vaut mieux vous êtes très strict sur les démarches, les process, les méthodes, ou au contraire, vous avez plutôt une attitude ouverte là-dessus? Comment tu vois les choses? Il y a la maturité de l'équipe elle-même, donc, comme tu as parlé, mais il y a aussi finalement la perception de ce qu'est le design, de ce que ça peut apporter au business. Et là,
il y a eu une très grande avancée, mais qui est aussi due finalement à la stratégie de Criteo qui a changé. C'est que quand je suis arrivée, il y a 6 ans, c'était le passage d'un business model basé sur du managed service à du self-service. Donc jusqu'alors, finalement, l'expérience sur nos produits, de nos plateformes, elle était gérée en interne, quoi. Voilà, donc au pire, on avait nos AS en interne qui râlaient contre certains flows peut-être pas optimisés, mais ça n'allait pas plus loin. Et ils étaient spécialistes de la solution, donc ils pouvaient l'utiliser les yeux fermés, quoi. Exactement. Et donc, il y a vraiment quand même... alors, Criteo, c'est une entreprise ultra technologique, vraiment avancée, assez impressionnante, mais il manquait quand même cette maturité de... J'ai une plateforme client-facing qui s'opère absolument pas de la même manière que du managed services. Donc j'ai eu la chance en fait de vraiment assister à cette transition. Dans cette transition-là, je pense que le design était ultra important. Ça a mis du temps. Mais alors pour te donner des exemples un peu concrets, moi je me suis battue ces 6 dernières années pour montrer que le design n'était pas juste un centre de coûts qui va générer des jolis mock-ups avec des boutons colorés, mais que c'était avant tout un vecteur de croissance, aussi de business, prouver que la rétention client allait améliorer quand on s'occupe un petit peu de l'expérience que l'on donne, que l'on fournit à nos clients. Moi, j'ai adopté une approche très data-driven auprès de mes designers. Par exemple, j'ai aboli tous les discours du type on veut fournir une expérience agréable à nos clients, qui veut tout et rien dire, mais surtout qui ne permet pas de convaincre des commerciaux, du leadership. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus, ce qui a impliqué de souscrire à des outils, de les implémenter, de monter en compétences là-dessus. Il y a eu vraiment un travail énorme, il faut le dire. Et enfin, l'année dernière, il y a un peu plus d'1 an maintenant, ce que moi je considère comme le Graal, où je me dis on a réussi tous ensemble, c'est que aujourd'hui on a tous nos PM qui sont commit sur une note de satisfaction minimale de nos clients sur les plateformes. Donc enfin c'est considéré. Parce que, pourquoi ? On a prouvé, grâce à un monitoring ultra avancé, que l'UX n'était pas juste du nice to have, et on a montré qu'on pouvait aider les clients à finaliser plus rapidement leur campagne publicitaire, et donc à la fin, forcément, ça donne plus de revenus business pour Criteo. Mais tout ça, ça paraît des évidences, mais ça ne l'était pas forcément. Et ce qui a aussi énormément bien marché, c'est l'introduction des design sprints en interne. Parce qu'on est une grosse boîte où chacun veut donner son avis généralement. Et du coup, on est très très long, en tout cas on était très très long sur la prise de décision, l'alignement. Et quoi de plus magique que de regrouper 15 personnes dans une pièce pendant une semaine et d'arriver avec le concept déjà testé, des feedbacks clients ou prospects et cet alignement fait en 5 jours seulement au lieu de plusieurs semaines, et aussi sur des concepts, on va dire, des visions qui soient plus incrémentales, mais vraiment holistiques, qui sont pensées de bout en bout. Ce qui est aussi un peu, je pense, l'écueil traditionnel quand on a une multitude de PM, c'est que chacun livre sa feature. Mais au bout du compte, à quoi ça ressemble, ça peut être très bien comme un peu moins bien. Donc oui, je pense que vraiment cet aspect... parler le langage business plus les design sprints, ça, je pense, changer la perception du design au sein de Criteo. Ok, c'est super riche. Et du coup, après, dans les démarches, c'était mon autre point. Est-ce que vous êtes très guideliner sur la manière d'opérer du design, ou est-ce que vous êtes plus ouvert ? Non, mais alors, on n'aime pas ce mot, mais on est quand même très processé. Ok. Pourquoi ? Et quel intérêt tu y vois si c'est un choix Oui. Non, j'insiste là-dessus puisque on est une marque, on a beau avoir divers produits qui ne s'adressent pas forcément aux mêmes clients. Néanmoins, il doit y avoir une certaine consistance en termes de branding, mais aussi c'est important qu'on puisse maximiser notre temps. Je suis un peu obsédée par l'efficacité et je suis très excitée en ce moment par tout ce qui arrive et tous les agents qu'on peut créer pour optimiser notre productivité. Mais c'est un autre sujet. Mais en fait,
Lorsque on a eu un environnement qui était peut-être un peu moins cadré, on se rendait compte qu'il y avait des étapes essentielles qui étaient oubliées. Par exemple, le content design qui n'avait pas fait sa review, les composants qui n'avaient pas été créés, qui du coup avaient été développés en custom et pas pris dans notre bibliothèque, etc. Bon, plein de choses qui en fait créent de la dette UX au final, occasionnent du travail ultérieur supplémentaire et aussi de la frustration pour les gens qui n'ont pas été intégrés comme ils devaient l'être dans le process. Je suis aussi, tu l'as dit, on a un designer pour 3 PM, ce qui veut pas dire grand-chose en soi. Je pense que ça dépend surtout de la complexité des sujets, du sizing, etc. Je suis ultra vigilante aussi au risque de burn-out possible de mon équipe. Donc j'aime aussi traquer, alors non pas ce qu'ils font, je sais pas, c'est pas micromanagement, mais en tout cas, on a adopté depuis 1 an une technique un peu comme la R&D. On a la capacité de chaque équipe en début de quarter. On a le sizing de tout ce qui nous est demandé. On fait une cutline au-delà de laquelle on ne peut pas répondre. Ce qui est assez nouveau puisqu'avant, en fait, l'équipe design, elle est souvent en bout en tout cas, elle peut être au début et c'est mieux quand elle l'est, mais en tout cas, elle est très souvent en bout de chaîne aussi de production. Et la pression des deadlines était souvent sur le dos, sur les designers, à qui on reprochait de ne pas respecter possiblement des deadlines qui étaient impossibles à respecter déjà de base. Donc pour éviter tous ces irritants, parce que c'est quand même mieux quand on fait son travail dans un cadre agréable et de manière confortable, on a été un peu plus strict aussi. Sur la capacité à apprendre. Exactement. C'est plus dans une visée confort de travail aussi que je trouve que voilà, ces process-là, ils sont importants. Et ils ont été très bien reçus par les équipes. Et puis, oui, on est une grosse boîte, donc tout le monde a ses process. Et l'expérience m'a montré, en tout cas, dans une grosse boîte comme Criteo, quand on processe peu, ça crée plein de heurts, de collisions qui sont encore plus compliquées à résoudre derrière. Donc, je préfère processer. Claire, et tu t'évoquais le choix volontaire, et tu vas peut-être nous expliquer les avantages, et je ne sais pas s'il y a certaines limites à avoir centralisé l'équipe. J'imagine que ça aide du coup aussi à processer, d'avoir une équipe centralisée. Voilà pourquoi ce choix quand ça a scalé et quel retour d'expérience tu en retires? Je sais que c'est pas forcément la vision dominante dans le métier du design, mais je considère, d'après mon expérience, que si on veut une excellence dans ce qui peut être produit, et harmonisée, consistante, on va dire, d'une business unit à une autre, le modèle centralisé me paraît être le seul qui permet d'atteindre ces objectifs-là. Ce qui n'empêche d'avoir des designers intégrés dans chaque BU. Je dirais que c'est plus un modèle hybride que purement centralisé. Et puis aussi, alors l'équipe américaine que j'ai eue dans mon giron là il y a quelques années, auparavant elle était leadée par des PM. D'accord. Et ça paraît d'un détail, mais en fait ça change tout. Parce que, bon, déjà, ils n'avaient pas de Product Design Career Framework avec les attendus par niveau, etc., très clair. Donc, du coup, bon, ça peut être compliqué pour les évaluations de performance, pour les promotions, etc. Les PM, sont très focus sur leurs objectifs, et c'est très bien, mais pas forcément sur le développement du métier de designer, du rôle de design, pas forcément conscient des investissements à faire. Donc oui, en fait, le fait qu'on soit tous regroupés ensemble, et d'ailleurs, même au-delà de mon équipe, on a fait comme une sorte de guilde avec d'autres designers qui vont bosser sur des projets de manière très périodique. On se regroupe, on s'applique le même Design Career Framework pour être sûr que, en tout cas à Criteo, un UX designer de ce niveau-là doit faire ça et ça et ça. Et cette égalité, si je puis dire, entre toutes les équipes est quelque chose aussi d'hyper important pour nous, en fait. Très très clair. Et néanmoins, tu évoquais, quand on a préparé cet épisode, la force et la conviction. Tu croyais beaucoup au binôme PM Product Designer. Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer quel bilan t'en tires et pourquoi aussi tu promeus ce binôme-là? Alors, je pense l'écueil traditionnel que l'on peut observer, ça va être
le PM qui va faire son PRD ou ses specifications. Ouais. Il va les donner aux développeurs pour sizer, voilà, l'effort à réaliser pour ce développement. Et puis ensuite, le PM, une fois qu'il a son sizing et que c'est bien priorisé dans la roadmap, il va se tourner vers son designer ou researcher ou le même. Et le designer va dire, bah oui, mais non, en fait, là, ça va impliquer ça comme impact, donc ça va dégrader beaucoup l'expérience à ce risque-là. Et le PM va dire, bah oui, mais moi, j'ai que ça comme capacité côté R&D, donc tu dois faire avec. Ce qui donne des expériences plus ou moins heureuses, suivant ce qui aura été sizé. Donc, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé aussi avec les PM. Quand je suis arrivée, on n'était vraiment pas les meilleurs amis de product. Je crois que ça a vraiment changé depuis quelques années maintenant. On a chacun à apporter notre pierre à l'édifice. On a des choses différentes en tête. La réalité, en tout cas, moi, que je constate, c'est que si un designer fait un flow, imagine une feature de lui-même, il va à coup sûr manquer beaucoup d'éléments. Et même chose côté PM. Voilà, je trouve que les deux profils sont très complémentaires. Et d'autant plus maintenant que l'on a tous les outils de vibe coding. Je vois des PM qui vibe code et c'est super en exploration. Néanmoins, est-ce que c'est prêt à être poussé en production tel quel ? Non, mais c'est normal, on sert à quelque chose. Tout comme le designer, il va faire quelque chose d'incroyable, mais il va oublier des contraintes, des logiques. Exactement. Donc pour moi, si on veut vraiment avoir un produit excellent, maximal, au plus tôt le PM et le designer travaillent ensemble, et au mieux on réussit finalement son objectif. Et pour toi, est-ce que c'est juste une question de collaboration et de travailler ensemble et d'être en proximité ? Ou est-ce que là aussi, vous avez été un peu plus guidelinant dans le cadre de travail, les frameworks communs, et en fait aligner la pratique du travail d'un product designer avec celle d'un product manager, ou pas tant, et en fait quand les gens se connaissent, s'apprécient, travaillent ensemble, in fine la mayonnaise prend un peu naturellement ? Alors on était plutôt sur cette deuxième option, puisque chaque PM a son profil, est différent, idem pour le designer. Donc on a eu des binômes qui ont très bien marché, ou qui marchent encore très bien, d'autres un peu moins. Néanmoins, là on a cadré un peu plus les choses, notamment avec l'aide de Product Ops chez nous. Les PRD, on va pas dire que on peut dire que c'était pas le fort de nos PM. Je parle bien entendu dans une majorité qui était vraiment absolument pas homogène. Et qui du coup occasionnait beaucoup de travail aux designers pour compléter, comprendre le cadrage, exactement, qui était variant d'un PM à un autre. Donc beaucoup de perte de temps. Et donc Product Ops a proposé de faire des agents de PRD, dans lequel aussi les designers sont intégrés, les researchers forcément, donc un maximum d'input pour faire en sorte que le PRD soit présenté aussi à la R&D avec cette vision consolidée PM designer directement, qu'on puisse bien identifier les ROI souhaités, enfin voilà, des choses des fois qu'on évoque mais qu'on n'écrit pas forcément dans le marbre, ou alors qu'on écrit beaucoup trop à foison sur Confluence et on s'en souvient plus au bout d'un moment. Donc oui, on a processé avec ça, mais au-delà de ça, non, c'est assez libre. Beaucoup de PM, maintenant, ils sont de plus en plus à nous demander l'organisation de design sprint ou de workshop design thinking. Je trouve ça très chouette et ça, c'est la meilleure récompense. C'est que, voilà. Ils sollicitent vos expertises. C'est qu'ils voient un intérêt et généralement, ils sont exténués mais ravis de l'output qui sort du workshop. Et encore une fois, c'est un très bon exemple de travail collaboratif. Pas seulement entre PM et designer, mais aussi incluant l'ensemble des métiers. Et quand on est au design et que principalement on gouverne l'expérience, et que tu disais le métier évolue beaucoup, et il évolue beaucoup chez vous en ce moment, comment on l'anticipe, voilà, qu'est-ce que tu attends de tes équipes design là-dessus, comment on jugule entre faire du delivery et faire peut-être plus de la discovery, voire même peut-être de l'innovation ou de la R&D d'anticipation, quoi, presque, non ? Ouais, là, on est vraiment
nette transformation de notre métier. Alors, on n'est pas les seuls, hein, je pense que les PM et les développeurs sont aussi dans la même barque. C'est plutôt bien, excitant, mais forcément un peu inconfortable. Ouais. Par exemple, il y a 1-2 ans, j'ai essayé de sensibiliser les designers sur le fait que le design, ça doit être un design stratégique et non pas d'exécution. Donc on a déjà un peu gravi cette marche. Maintenant, on est en train finalement de les acclimater au fait que le craft en lui-même, la production d'écran, n'avait peu ou plus de valeur en fait. De moins en moins en tout cas. Exactement. Donc pour te donner un exemple concret, il y a l'été dernier, on a mis en place pas mal d'initiatives d'accélération de notre process design. Encore une fois, le voilà. Mais donc on a vraiment fait une sorte de service design avec notre process interne. On a regardé tous les irritants, là où on perdait du temps. Enfin, on a tout timé, même si c'est compliqué. Mais voilà, on a fait ces estimations-là et on a pris chaque étape de notre workflow pour voir comment on pouvait l'améliorer, le raccourcir, voire réduire des étapes. Et c'est un travail aussi qu'on a fait conjointement avec la R&D et Product Ops pour tout le travail PM, puisque ça n'a de sens que si vraiment on envisage le end-to-end workflow. Donc ça fait 6 mois où l'équipe consacre énormément de temps à créer ses agents, à tester des choses, puisque chaque jour il y a des nouvelles technologies qui sortent, ce qui était compliqué hier et trivial le lendemain. Donc c'est passionnant mais fatigant quand même de se remettre en question. Donc voilà, enfin mon travail c'est aujourd'hui de les sensibiliser à ça, de les accompagner dans cette transformation-là, puisque les outils d'aujourd'hui sont clairement pas les outils qu'on va utiliser demain, c'est déjà le cas, et notamment rendre les choses très claires, et j'insiste beaucoup sur la clarté des attendus pour chaque rôle. Je me dois aussi d'adapter notre fameux Product Design Career Framework pour finalement minorer, voire supprimer toutes les tâches liées à la production de mock-up ou de prototypes pour au contraire plutôt dédier finalement des nouvelles attentes au fait que les designers et researchers puissent se doter de super pouvoirs grâce à l'AI. Donc on va plutôt tourner les choses comme ça. Il y a aussi une autre transformation sur laquelle on travaille, qui ne concerne pas que Criteo, le SaaS-pocalypse, comme on l'entend parler de temps en temps, de plus en plus. De plus en plus, ouais. C'est quoi le métier de designer dans un monde API ou MCP first, quand il y a zéro interface? Alors là, la production d'écran va être encore plus compliquée. Exactement. Donc c'est vraiment là, en tout cas moi en tant que design leader, mon objectif pour cette année, c'est transformer notre métier, conserver de la valeur, parce que je suis persuadée, AI ou pas AI, ou API first ou pas, on a beaucoup de choses à apporter. Le binôme. Il y aura toujours un job to be done. Et puis c'est le thinking encore une fois, je pense, qui est le plus important. Mais ça fait quand même beaucoup de bouleversements au sein de nos métiers. Quelle est la place du design system aussi dans tout ça? Tout est rechallengé. Et par exemple, on crée des nouveaux rôles maintenant au sein de l'équipe qui sont plus hybrides. On va dire une sorte de technical UX designer. On entend souvent la notion de product builder. Exactement. C'est une année qui va apporter son lot de bouleversements. Et justement, là-dessus, quels sont tes... C'est difficile parce qu'on est sur l'anticipation, mais tes quelques convictions où tu t'évoquais justement peut-être moins d'intérêt, moins de valeur sur la production et plus sur la réflexion. Mais preneur de tes réflexions là-dessus, sur ces évolutions-là, et également comment derrière... quand tu portes le message, comment ça réagit? Est-ce que le collectif en est conscient? Est-ce que c'est embarqué? Ou est-ce que c'est un combat complexe? Parce que c'est du change, mine de rien, tout ça. Oui, et là je suis ravie d'avoir mes design ops pour m'accompagner. Ça réagit plutôt bien. Parce qu'en fait, c'est pas moi, ni mon boss, ni Criteo. Qui est arrivé un jour, un bon matin. C'est malheureusement, ou heureusement, suivant comment on voit les choses, mais c'est un constat et un challenge global.
On doit s'adapter et c'est le discours que j'ai. Je suis assez cash. Je leur dis, si vous adaptez pas, vous allez avoir du mal à survivre. D'autant plus, et c'est là où moi je suis encore assez incertaine sur comment ça va se passer, mais les rôles entre PM, développeurs, designers, se floutent de plus en plus. Ils sont en train d'évoluer. Je ne sais pas exactement dans 2 ans à quoi vont ressembler nos métiers. Donc c'est pour ça que ma conviction, c'est vraiment de se concentrer sur le ROI et l'impact. Parce que pour moi, c'est le nerf de la guerre. C'est pour ça qu'on s'est beaucoup concentré sur l'implémentation de solutions data, client feedback, voice of customer dans nos solutions. Et c'est ce qu'on a fait toute l'année dernière, c'est on a identifié, alors c'est quelque chose d'assez basique, mais que je pense qui est moins commun dans un secteur B2B SaaS. On a vraiment étudié toutes les opportunités manquées sur nos produits. On a travaillé avec les product analysts que j'évoquais auparavant qui ont permis de mettre un business impact juste, fiable, non biaisé par de la saisonnalité ou ce genre de choses. Et on aurait pu faire quelque chose à la grosse louche, mais ils font ça beaucoup mieux que nous, ce qui nous a permis de prioriser ensuite, de soumettre ces améliorations, c'est du continuous improvement, mais à nos équipes sales, les product leaders, les engineers, on les a patchés, on a monitoré les résultats, ce qui prend aussi un peu de temps quand on est une plateforme SaaS et qu'on n'est pas un site e-commerce avec des millions de visiteurs uniques mensuels. Et on a pu prouver, voilà, c'est finalement la satisfaction client, pour moi le Graal, c'est ma note de satisfaction client. Si elle perd 0,1 point par exemple, combien on a perdu en termes de business. Voilà, ça fait partie des directions vers laquelle je dirige mon équipe, puisque je me dis voilà, designer demain, est-ce que ça existera encore? Maybe, maybe not. Mais c'est pas le plus important, je pense, l'intitulé. On le voit tous les jours, il y a encore des débats sur product designer versus UX designer versus je sais pas quoi. Bon, je m'en fiche du naming. Ce qui est important, c'est la valeur qu'on apporte. Et voilà, et l'impact que l'on peut avoir, et clairement, il n'est pas esthétique. Ouais, non, clairement. Et peut-être pour finir, cette question me vient parce que tu l'as évoqué là en filigrane, et tout à l'heure aussi tu l'as évoqué, le sujet de la data pour mesurer l'impact, pour valoriser ce qui est produit. À la base, on se dit la data, c'est un sujet qui est quand même assez loin du design. J'ai l'impression que ça se rapproche beaucoup. Là-dessus, c'est pareil, c'est quoi ta vision, ton opinion? Et est-ce que tu as vu des évolutions sur l'usage, l'exploitation? Ouais, alors c'est drôle parce qu'effectivement, quand on a plugué certaines solutions, ils étaient tous étonnés que ce soit Product Design qui lead ça et qui paye aussi pour ces outils. Okay. Mais pour nous, c'était essentiel. Alors, je tiens quand même à préciser que tout ce que j'ai mis en place et tout ce qu'on a fait avec mon équipe, ça serait pas possible sans un buying très important de la part de notre CPO et du leadership. C'est aussi parce qu'il vient de San Francisco, il sait ce que c'est que le vrai design et pas juste quelque chose d'artistique. Donc ça a été beaucoup plus facile pour vendre tous ces budgets, toutes ces nouvelles solutions. Donc ça, c'est vraiment l'enabler concret et c'est pas forcément le cas dans toutes les organisations. Voilà, moi ma philosophie, c'est quand on n'a pas ce buy-in, on va très compliqué. On risque de s'épuiser pour pas grand-chose. Donc oui, alors effectivement, on est un peu atypique. Pour moi, c'est essentiel. C'est qu'est-ce qui prouve que toi, designer, t'as fait du bon travail. Et je le voyais, par exemple, quand je suis arrivée dans les évaluations de performance, leur self-éval, c'était alors, je me suis synchronisée avec les PM, j'ai fait des mock-ups, j'ai fait un prototype, j'ai délivré. Oui, t'as fait ton taf. Oui, orienté output, mais pas outcome. Exactement. Tout le monde l'a plutôt bien compris.
Oui, voilà. Après, ça nécessite du temps, ce ramp-up. Heureusement, nos partenaires de solutions ont dédié beaucoup de temps à l'onboarding, des trainings. Les ops aussi ont fait des trainings. Donc, on passe beaucoup de temps à les accompagner. Et encore une fois, je pense que le résultat de pouvoir dire on a moins 20% de drop-off sur ce flow, ce qui a permis blablabla. En fait, ils observent la preuve tangible. Ils observent surtout l'impact que ça a sur leurs stakeholders business avec lesquels ils échangent. Ils voient leur regard changer. Et finalement, c'est la meilleure des preuves pour qu'ils passent ce cap-là. Mais tout le monde, en effet, beaucoup dans l'équipe me disaient mais c'est pas mon métier. Bah si, il faut que ça le soit en fait. Donc oui, montrer, mais même pour sa propre gratification. Ouais. Oui. T'as fait ça et ça a permis de faire quoi? L'impact de ce que tu fais. Aussi, d'une manière générale, je trouve que designer, on est toujours généralement très humble et on n'aime pas trop se vanter de ce que l'on a fait. C'est un vrai problème. Donc je trouve qu'avec la data, ça permet de pouvoir mettre en avant vraiment tout le rayonnement de son travail sans rentrer dans un côté, on va dire, plus show-off qui n'est pas forcément l'apanage des designers. Très clair. Écoute, Sarah, merci beaucoup merci. pour toutes ces explications, ce témoignage. Écoute, si jamais on a des feedbacks, on t'en fera part. J'imagine que tu es joignable sur LinkedIn si jamais quelqu'un souhaite réagir à l'épisode ou partager. Mais en tout cas, merci pour ce témoignage et pour tous ces enseignements. Et du coup, mettez-vous à la data, c'est important, si vous êtes dans le design. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!